Bonjour et bienvenue à tous. Donc il y a une conférence qui va commencer sur un livre qui est sorti sur l'immigration subsaharienne et la condition noire en Belgique. Tout ça rentre aussi dans le cadre du festival Vis-à-vis, qui est un festival de solidarité avec les sans-papiers et une démarche citoyenne qui est en cours cette semaine ici à Louvain-la-Neuve, donc avec plein d'activités qui se passent sur le campus, qui sont faites par les citoyens, par les habitants, par les étudiants, par de nombreuses associations et ASBL, comme par exemple le Point Culture ou la librairie Academia. Donc voilà, bienvenue à tous et n'hésitez pas à participer à nos autres activités durant le festival. Merci Bertrand. Bienvenue à tous, même si ça a déjà été dit, c'est mon tour. Donc bienvenue à tous pour cette table ronde qui a donc pour ambition de présenter l'ouvrage ici Migration subsaharienne et conditions noires en Belgique à la croisée des regards, qui a été coordonné par Jacinthe Mazzochetti, qui est ici présente, je ne suis pas sûr de bien prononcer, mais soit, et auquel a contribué Cécile Rougira, qui est ici. Chacune prendront la parole en un mot pour se présenter, ainsi que Malik, qui est porte-parole de La Voix des Sans-Papiers, qui est un collectif qui occupe un bâtiment à Bruxelles et qui regroupe un grand nombre de sans-papiers qui se battent pour leurs droits. Voilà, quant à moi, je m'appelle Martin Lamant, du coup, et je vais peut-être vite fait me présenter en un mot pour commencer. Donc, je m'appelle Martin Lamant et je suis conseiller juridique sur tout ce qui est les questions migratoires à la Ligue des droits de l'homme. Voilà, donc je vais passer la parole peut-être. Oui, bonsoir, merci d'être présent. Moi, c'est Cécile Rougira. Je travaille au MOC, Mouvement ouvrier chrétien, sur les questions d'interculturalité. Et j'ai participé à l'écriture de ce bouquin. Moi c'est Baltierno, donc on me connaît plus sous le nom de Malik. En fait, je fais partie de la Voix des sans-papiers qui sont là avec vous. Nous sommes en nombre de 6 ici, présents. Et donc, on est très content de venir ici, à ce festival, Festival Vis-à-vis, qui doit parler des droits, de la vie des sans-papiers. Et donc, nous aussi, on est très fiers des gens qui ont initié cette initiative. Et Bertrand, Marie-Madeleine et tous les étudiants qui collaborent. Et la question des sans-papiers, ça nous intéresse parce que nous sommes des sans-papiers. Et donc, on est vraiment content d'être là pour en parler. Merci. Donc, bonjour, donc, moi c'est Jacinthe Mazzochetti. Je suis anthropologue, je travaille ici à l'UCL au laboratoire d'anthropologie prospective. Et ce soir, je vais surtout vous présenter donc, cet ouvrage, Migration subsaharienne et conditions noires, que j'ai coordonné, mais qui est vraiment le résultat d'un travail collectif qui a impliqué beaucoup de monde. Voilà. Et donc peut-être que tu peux tout de suite enchaîner et continuer pour présenter l'ouvrage. Attends, peut-être si on échangeait les micros. Petit trafic technique. Ça, c'est parfait. Voilà. Ok, j'ai quand même pris des petites notes, mais je vais essayer de ne pas trop m'y coller. Donc, la manière dont on a pensé les choses avec Cécile, c'est que c'est un ouvrage assez épais de 500 pages. Il y a 16 chapitres, 21 contributeurs. Donc, en une vingtaine de minutes, je ne vais pas pouvoir vous dire grand-chose. Et l'idée, c'était que moi, je puisse vous présenter les enjeux globaux, qu'est-ce qui nous a mis au travail tous ensemble dans cet ouvrage, et que parmi les 16 études de cas sur lesquelles nous nous sommes penchés, une étude de cas vous soit présentée par Cécile, qui présentera donc son propre travail. Et alors, dans un troisième temps, on donnera la parole à Malik. Donc, d'abord, quelques mots sur l'histoire même de ce livre. Et donc, l'idée, c'était de rassembler et de mettre en débat des chercheurs de disciplines différentes. Et donc, on a donc 21 personnes qui sont à la fois des anthropologues, mais aussi des sociologues, des démographes, des historiens, qui se sont mis au travail pour tenter de rassembler
toute une série de connaissances disponibles ou des recherches en cours sur les questions relatives aux migrations subsahariennes et à la condition noire en Belgique. Alors je ne peux pas vous présenter ces 21 personnes parce que ça prendrait trop de temps, mais je vais malgré tout vous présenter une de ces personnes en dehors de Cécile qui a contribué à l'ouvrage, parce qu'il s'agit donc du professeur Stephen Small, qui est professeur à Berkeley, qui est par ailleurs un universitaire engagé, qui fait partie du réseau international Black Europe. Et pourquoi est-ce que je vous parle de lui? Parce qu'on a la grande chance en fait, de l'accueillir la semaine du 10 mars ici à l'UCL, dans le cadre des Chaires Leclerc. Et il va faire 5 leçons exceptionnelles qui sont intitulées Racialism, African Diaspora. Donc il a beaucoup travaillé, vous entendez racialism, il a beaucoup travaillé les questions de racisme et notamment des nouvelles formes de racisme et la question des diasporas africaines en Europe. Ce sont donc des conférences à destination des étudiants, mais ce sont aussi des conférences qui sont libres d'accès. Donc je me permets de faire cette petite publicité parce que je pense que c'est quelqu'un qui vaut vraiment la peine d'être écouté et entendu. Alors, deuxièmement, cette présentation a donc lieu dans le cadre de ce festival Vis-à-vis, qui est un peu ce qui nous permet de nous rencontrer aujourd'hui. Et donc, ça supposait que je vous resitue toute une série de choses par rapport à la question des sans-papiers. C'est important de préciser que ce qui nous a mis au travail de manière principale n'est pas la question des statuts juridiques. Donc, ce n'est pas ça qui nous a reliés au départ, mais en même temps que c'est une question à côté de laquelle on ne pouvait pas passer, en quelque sorte. Mais c'est important pour moi de vous dire que pendant les 20 minutes que je vais prendre la parole, et puis ensuite Cécile, on ne va pas principalement parler de cette question-là. Par contre, Malik, ici présent, prendra la parole pour lui-même, et donc il y a les 3 prises de parole se complètent, en quelque sorte. Alors, bien entendu, il y a malgré tout des choses qui traversent notre travail, donc notamment la question de la transformation et de la dangerosité des routes migratoires entre l'Afrique et l'Europe principalement. Bon, voilà, ça traverse, ce n'est pas notre angle principal. C'est des questions par ailleurs sur lesquelles je travaille, notamment avec des enquêtes menées à Malte. Les questions des politiques européennes et belges de plus en plus restrictives en matière de migration, bien entendu, ça traverse notre réflexion, mais de nouveau, ce n'est pas l'angle principal. De même que les difficultés, les revendications et les luttes des personnes en situation dite irrégulière, ça traverse notre travail, mais ce n'est pas l'angle principal sur lequel nous nous sommes penchés. Ceci dit, la grande majorité des personnes qui nous ont partagé leur histoire et qui nous ont permis de travailler étaient donc des personnes qui étaient, pour beaucoup d'entre elles, arrivées sur le territoire belge de manière régulière, donc avec un visa généralement de courte durée, visa étudiant, visa dans le cadre du regroupement familial, etc., et qui ont, pour une grande partie d'entre elles, connu par la suite des moments d'irrégularité, voire de clandestinité. Toute une série de personnes avec qui on a travaillé étaient aujourd'hui régularisées, notamment via le biais de la question de l'asile, et donc étaient aujourd'hui réfugiés reconnus, mais avaient dans leur histoire des moments d'incertitude, d'attente en lien avec cette question de l'asile, et aussi, pour certaines d'entre elles, de nouveau, des moments où elles étaient dans une situation d'irrégularité. Alors, tout ça pour vous dire que ce n'est donc pas l'angle principal sur lequel nous avons travaillé, mais que les traumas, si je peux me permettre d'utiliser ce mot, de toute une série de trajectoires migratoires complexes, en lien avec des politiques de plus en plus restrictives, que l'incidence des statuts civiques sur les conditions de vie, sur les constructions de soi, sur les transformations de famille, sont néanmoins au cœur du travail que nous avons fourni. Alors, deuxième élément qui permet de cadrer un petit peu ce qui nous a reliés dans ces 500 pages, c'est un cadre épistémologique clair, sur lequel nous nous sommes mis d'accord, qui repose sur 2 axes principaux. Le premier, c'est une approche holistique des questions migratoires. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie resituer les migrations dans leurs contextes globaux et donc dans leurs contextes historiques, économiques, politiques et sociaux. Deuxième axe sur lequel nous nous sommes mis d'accord,
c'est l'axe d'une dynamique interdisciplinaire qui n'est pas une dynamique où les méthodes sont finalement mutuellement exclusives, où on se regarde les uns les autres, mais au contraire, un essai de triangulation des méthodes pour aboutir à un renforcement des connaissances et une compréhension plus complexe des questions relatives aux migrations, et approche interdisciplinaire qui permet de comprendre les migrations en tant que processus social complexe. Donc c'est vraiment le regard que nous avons adopté. Alors concrètement, ça se traduit par des études à la fois quantitatives et à la fois qualitatives, parfois les unes et les autres dans un même chapitre autour d'une même question, parfois les unes en vis-à-vis des autres, mais en tout cas en vis-à-vis des chiffres, des démarches ethnographiques, compréhensives, fines, qui permettent de donner une place au point de vue des migrants eux-mêmes sur leur propre histoire. Alors en termes de contenu, alors même si c'est un ouvrage assez épais, on n'a pas du tout la prétention d'avoir fait le tour des questions qui sont immenses, mais plutôt d'avoir tenté de débattre de 5 nœuds de sens qui nous sont apparus d'une part essentiels et pour lesquels, parce que c'est important de le dire, il y avait des recherches en cours. Parce qu'un des points, par exemple, sur lequel Stephen Small insiste dans sa conclusion, c'est sur le vide, le manque de recherche, à la fois par le passé, mais aussi aujourd'hui encore, sur les questions relatives aux migrations subsahariennes et à la condition noire en Belgique aujourd'hui. Donc nous avons rassemblé les forces existantes, mais il y a encore énormément de choses à faire. Alors, premier nœud de sens, eh bien, les mots en tant que tels. Donc, quand on utilise le mot migration subsaharienne ou quand on utilise le mot condition noire, en fait, de quoi parlons-nous? Alors, pour faire vite, je vais faire d'abord un petit focus contextuel sur la Belgique, et puis je reviendrai sur les deux mots. Focus d'abord historique pour vous dire que on a une présence de personnes d'origine d'Afrique subsaharienne sur l'actuel territoire belge, mais qui n'était pas encore la Belgique, qui est attestée de très longue date, puisque, comme le note notamment l'historienne Anne Cornet, à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, Anvers, la ville d'Anvers, était considérée comme la ville abritant la plus importante colonie africaine d'Europe après Lisbonne. Donc ce n'est quand même pas rien. Bien entendu, c'est à remettre en lien avec une autre question qu'on n'abordera pas forcément aujourd'hui, qui est la question de l'esclavage, puisque c'est en 1517 que Charles Quint autorise le recrutement d'esclaves en Afrique et confie leur transport à des marchands flamands, ceci expliquant cela. Ceci dit, cette présence n'est devenue réellement significative que ces dernières décennies. Et donc, à la veille des indépendances, en 1953, l'historien Zana Etambala répertorie 400 individus d'origine congolaise sur le territoire belge. Après les années 60, quand la Belgique, comme vous le savez, fait appel à de la main-d'œuvre étrangère, elle ne se tourne pas vers ses anciennes colonies. Du coup, en 1970, Cagné et Martinello répertorient 7827 personnes issues d'origine d'Afrique subsaharienne. Alors, les démographes qui ont travaillé dans l'ouvrage, en 2010, ont répertorié 130 000 personnes, soit d'origine subsaharienne ou afrodescendante sur le territoire, mais dans ces 130 000 personnes, les demandeurs d'asile ne sont pas comptabilisés, puisque vous savez que maintenant les chiffres sont séparés, et bien entendu, les personnes en situation dite irrégulière ne sont pas comptabilisées non plus. Parmi ces 130 000 personnes, on constate que les personnes originaires des anciennes colonies et territoires sous tutelle, Congo-RDC, Rwanda et Burundi, sont majoritaires, mais on constate aussi de plus en plus la présence de personnes originaires de pays qui n'ont pas de lien historique avec la Belgique, notamment le Ghana, le Cameroun et le Nigeria. Alors j'en arrive aux deux mots, migration subsaharienne et conditions noires. L'idée de combiner ces deux notions dans un même titre et du coup dans une même réflexion nous permettait de rappeler d'une part une présence significative relativement récente, comme je viens de l'expliquer, des mobilités et des circulations qui perdurent, qui se transforment également,
de parler donc de la condition de migrants, mais sans omettre pour autant l'histoire longue qui relie l'Europe à l'Afrique, de manière plus singulière, la Belgique au Congo RDC, au Rwanda et au Burundi. Et donc, le piège serait d'oublier que donc, même si on a des mouvements migratoires récents, non seulement l'histoire coloniale a une incidence sur ce qui se joue aujourd'hui, d'une part, et d'autre part, beaucoup de personnes originaires d'Afrique subsaharienne sont aujourd'hui belges, soit de naturalisation, soit de naissance, et donc la question des afro-descendants. Belges, mais pour certains, de manière plus ou moins marquée, et là on tombe dans les singularités de chacune des histoires, et ça devient évidemment complexe, pour certains, des référents culturels en partie autres, et donc là je ne vais pas entrer en matière sur cette question-là, parce que ça suppose de s'intéresser à chacune des histoires et à chacune des personnes, mais par contre des vécus partagés en termes d'atteintes racistes et discriminatoires, mais aussi sur la question des résistances. Et donc la notion de condition noire permet de discuter de ce qu'on appelle les assignations à une étrangéité partagée. Ça veut dire quoi? Être constamment vu, perçu comme étranger, peu importe finalement la manière dont on se sent ou peu importe la nationalité que l'on porte. Donc conditions partagées par les anciens. J'ai l'impression que ce micro est un peu... vous aussi, ça fait... non, ça va? Par les anciens et les nouveaux migrants, mais également par leurs enfants. C'est ça qui est intéressant. Et donc il y a quelque chose là qui perdure, et qui perdure au-delà des distinctions qui sont essentielles. Et en tant qu'anthropologue, on s'intéresse évidemment aux singularités, distinctions de classe, de genre, etc., mais aussi d'origine, de trajectoire familiale, de trajectoire migratoire. Comme l'énonce Pape Ndiaye, et là je vais me permettre de lire pour le citer mot à mot, et donc je vais reprendre sa définition de la condition noire. Donc, comme il l'énonce, à la question « qui est noir ?», il s'agit donc de répondre ni par des arguments de nature, qui renverraient à une conception biologisante de la race, ni par des arguments de culture, qui renverraient à l'infinie variété des différences culturelles entre les hommes, mais par des arguments sociopolitiques, d'une expérience sociale partagée de discrimination subie en raison de la couleur de la peau. Donc c'est bien un regard sociopolitique sur les questions qui est posé. Le cadre global de l'ouvrage est par ailleurs un cadre d'anthropologie politique. Et l'ensemble de notre projet, le fait de croiser des regards, des disciplines, etc., tente de démontrer la complexité en fait, des questions relatives aux migrations subsahariennes et la nécessité d'approches différentes et croisées pour s'en saisir. Et donc, parmi les auteurs, en lien avec leur discipline, mais aussi les questions de recherche sur lesquelles ils travaillent, on a des personnes pour qui ça fait sens de travailler à partir des nationalités. Pour d'autres, ça fait sens de travailler à partir des conditions de vie partagées. Pour d'autres encore, ce sont les questions panafricaines ou de nouvelles identités dites euro-africaines en construction qu'il s'agit d'interroger. Deuxième focus, celui sur les migrants et ou les Belges originaires du Congo RDC, en lien bien entendu avec l'histoire qui relie le Congo et la Belgique, mais aussi le fait qu'aujourd'hui encore, les ressortissants du Congo RDC et leurs enfants sont le groupe de migrants subsahariens le plus important en Belgique. Alors on a travaillé toute une série de questions et je ne vais pas pouvoir vous présenter l'ensemble de ces questions. 2-3 points cependant. On a notamment réfléchi les liens entretenus entre cette diaspora congolaise et le pays d'origine, avec une tension intéressante observée entre des liens manifestes qui se donnent notamment à voir au regard des transferts d'argent en direction du pays d'origine, mais par contre des circulations entre la Belgique et le Congo qui sont difficiles, qui sont beaucoup plus réduites en regard des liens qui sont pourtant nommés et matérialisés via ces transferts d'argent, et circulation rendue difficile
pour 2 raisons principales. La première, c'est la raison des statuts. Et là, ça rejoint la question qui est la vôtre aujourd'hui et votre combat aujourd'hui. C'est-à-dire que toute une série de personnes mettent un temps très, très important avant d'être régularisées si elles le sont, ce qui les empêche évidemment de retourner dans leur pays. Et une fois qu'elles le sont, voilà, il y a des choses parfois qui se sont distendues pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans et qui rendent parfois les retours difficiles. Et il y a aussi évidemment la situation sociopolitique actuelle au Congo-RDC qui rend parfois des circulations et des retours difficiles. Ces retours qui sont finalement donc peu fréquents participent à la construction de ce que Baussan appelle des mémoires nostalgie. Mémoires nostalgie qui sont notamment transmises à des enfants soit arrivés tout petits ici, soit nés sur le territoire belge, qui ont donc pour beaucoup d'entre eux, et c'est une question qui a été mise au travail par plusieurs des auteurs, qui ont très peu finalement de connaissances du Congo, et qui pour beaucoup d'entre eux ne sont jamais allés au Congo, voire ne sont jamais allés en Afrique. Alors un autre élément sur lequel nous avons travaillé, c'est les questions d'insertion socio-professionnelle. Alors, il y a eu toute une série d'études récentes en Belgique, notamment du côté de la démographie, qui ont montré qu'en Belgique, malgré des taux de scolarisation supérieurs à la moyenne nationale, la population d'origine congolaise est caractérisée par des taux de déqualification et de chômage extrêmement élevés. C'est ce qu'on appelle un peu dans le jargon le brain waste. Hein, c'est plus, le cerveau ne s'en va plus, il est perdu. Ça va plus loin. Et donc, brain waste, vécu par ces populations qui ont évidemment de très nombreuses répercussions. En termes socio-professionnels, on s'en doute un petit peu, mais en termes aussi de rapports de couple, de transmission intergénérationnelle, mais aussi de santé mentale. Alors, cette situation n'est pas le propre des personnes issues de la diaspora congolaise, et c'est notamment des questions sur lesquelles Cécile a travaillé et qu'elle vous présentera par la suite. Le troisième focus qui nous a mis au travail est celui des possibilités de réussite et de reconnaissance avec 2 axes spécifiques. Le premier, la pluralité et la diversité des trajectoires et des ressources. Le deuxième, la question des discriminations. À partir de quelques études de cas, et donc on a dû faire des sélections parce qu'évidemment chaque étude de cas amène des questions extrêmement différentes. À partir de quelques études de cas justement choisies pour leur diversité, on a tenté de mettre en exergue ces questions-là. À titre d'exemple, le travail autour des populations originaires du Nigeria nous a permis non seulement de voir toute une série de similarités par rapport aux personnes originaires du Congo-RDC, et donc des raisons de présence en Belgique en lien avec des questions principalement politiques, mais aussi de réfléchir d'autres formes de migration qui sont mineures, mais qui sont quand même intéressantes et qu'on retrouve au sein de ces populations en particulier, du côté du sport, le foot notamment, mais aussi du côté de la prostitution. Hein, puisque on a dans les chiffres qui tentent un peu de se rendre compte des personnes qui pratiquent le métier de la prostitution en Belgique, on a quand même des pourcentages très élevés de personnes originaires du Nigeria, ce qui n'est pas sans poser de questions. Autre exemple, une étude extrêmement intéressante autour de la circulation de commerçants béninois exportateurs de voitures. Pourquoi je dis extrêmement intéressante? Parce que c'est une étude qui permet de s'intéresser aux dynamiques transnationales et de nouveau de regarder aussi comment nos politiques facilitent ou empêchent ce commerce transnational. Donc, nos politiques qui ont d'abord à destination de ces personnes un regard qui est un regard qui veut fermer, qui veut empêcher, participent par exemple à reconfigurer des routes où, au lieu de faire du commerce avec l'Europe, de plus en plus on fait du commerce avec le Brésil ou les États-Unis, par exemple. Première idée. Et deuxième idée, cette étude permet vraiment de faire tomber toute une série de stéréotypes sur une espèce de vision parfois misérabiliste des questions migratoires et des personnes qui se mettent en route. Ici, on est vraiment tout à fait dans autre chose, ce qui est, dans la grande majorité des cas, le cas,
mais c'est rendu extrêmement visible ici dans cette étude. Et puis, il y a notamment le travail de Cécile auprès de personnes d'origine rwandaise et burundaise qui ont vécu des circonstances d'exil politique, qui obtiennent le statut de réfugié et qui vivent par ailleurs toute une série de déconvenues sur le plan socio-professionnel. Quatrième focus qui nous a mis au travail, la question de la famille et des rapports de genre. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est qu'au-delà des déplacements physiques, géographiques, les migrations sont également source de déplacements multiples, de transformations importantes en termes de conception du monde, de soi, de l'autre, et qu'elles comportent très souvent des transformations importantes sur le plan des rapports de couple et de famille. Et donc l'idée, ce n'est pas du tout de dire, et ça c'est important, que trajectoire migratoire égale souffrance, égale rupture, c'est beaucoup plus complexe que ça, et d'ailleurs parfois ce sont des histoires très belles. Mais l'idée est de montrer que pour que ça se passe bien, en quelque sorte, il faut que ça se passe dans un cadre qui le permet. Et donc ces dénouements heureux sont articulés à des contextes socio-économiques et politiques des pays de départ et des pays d'arrivée, ainsi que, évidemment, aux ressources propres des individus et des familles. Et un point sur lequel nous avons particulièrement travaillé, c'est celui des transmissions intergénérationnelles. C'est-à-dire, comment est-ce que les migrants sont en position de transmettre quelque chose du côté de la reconnaissance, de la valorisation, de la réussite à leurs enfants. Possibilité qui est bien entendu interreliée d'une part au statut, mais aussi aux possibilités de valorisation qu'ils trouvent dans le pays d'accueil, aux discriminations vécues, aux atteintes racistes, avec des études qui mettent le doigt de manière plus spécifique sur le lien entre toutes ces questions-là et la possibilité que l'on a d'occuper pleinement et fièrement son rôle de parent. Et donc, des atteintes extrêmement dures qui se transmettent et qui auront donc une incidence pour la génération qui les vit en tant qu'adulte, mais également pour la génération suivante qui souffre de la situation. Alors, autour de ce focus famille-couple, famille-genre, nous nous sommes également intéressés au rôle joué par certaines églises pentecôtistes au regard de ces transformations sur le plan des rapports de couple et de famille. Alors, je ne vais pas débattre sur la question du pentecôtisme maintenant, on a par ailleurs un spécialiste dans la salle, mais le point principal sur lequel les auteurs ont travaillé est celui du soutien trouvé par toute une série de personnes dans ces églises. Des reconfigurations de solidarité, donc dans certaines de ces églises, puisqu'il y a vraiment de la nuance ici qui est importante, et également le rôle d'espace de réajustement des rapports de couple que peuvent jouer certaines de ces églises. Sont également discutés les différents rôles joués par certaines de ces églises, j'insiste encore, auprès des populations justement en attente de régularisation de leur statut, qui pour certaines d'entre elles trouvent là des lieux parfois de soutien. Le cinquième focus, le cinquième point qui nous a mis au travail, c'est la question des engagements associatifs et des participations politiques. Alors de nouveau, il y a énormément de choses à dire et donc je vais juste relever quelques points saillants. D'une part, les études que nous avons ici mises ensemble, rassemblées, permettent d'adopter une vision complexe et nuancée de la question de la participation politique qui inclut les engagements religieux et associatifs, qui inclut les engagements dans des partis politiques ici en Belgique, mais aussi les engagements politiques en lien avec les situations des pays d'origine. Un autre point par rapport à ces questions de participation politique, plusieurs études font un focus sur les ressortissants de la diaspora congolaise à nouveau. Et donc, il y a beaucoup plus d'études en Belgique qui portent sur la diaspora congolaise que sur d'autres questions ou d'autres groupes pour le moment. Il y a aussi pas mal de choses qui sont en cours.
études qui ont mis en évidence des choses extrêmement intéressantes, dont ceci. Mise en évidence d'un taux de participation, d'engagement politique des migrants congolais similaire aux Belges natifs, avec une corrélation entre ces engagements et le taux de scolarisation. Et donc, ça permet de nouveau de déconstruire toute une série d'idées reçues. Et deuxièmement, de nouveau, du côté des idées reçues qui sont importantes à déconstruire, des études qui démontrent que le fait de s'engager du côté de l'associatif, peu importe finalement le type d'engagement, que ce soit du côté du religieux, que ce soit du côté d'associations uniquement de ressortissants congolais, que ce soit d'associations engagées sur le plan des questions de l'interculturalité, etc. Peu importe, ces engagements-là ont une incidence positive et extrêmement forte sur des prises de position et des participations politiques fortes par la suite, et donc interreliées à ces engagements-là. Et donc, pourquoi je disais ça permet de déconstruire toute une série d'idées reçues, parce qu'il y a parfois l'idée que si on se réunit dans un entre-soi, alors on ne s'engage pas vis-à-vis, entre guillemets, de la société d'accueil ou vis-à-vis d'un nous plus inclusif, ce qui n'est absolument pas forcément le cas. Autre idée essentielle, par rapport à ces questions de participation politique, le fait qu'en contexte de non-représentation ou de mal-représentation, de discrimination, les enjeux d'obtention de droits peuvent dépasser, supplanter les étiquettes nationales, religieuses et politiques. Et donc, parmi les personnes qui s'engagent officiellement sur la scène politique et parmi les personnes qui les suivent, qui votent, ce qui semble le plus important, c'est une volonté d'être représenté par des élus issus de la minorité, ici entendue comme minorité panafricaine. Peu importe finalement le parti, entre guillemets. Et dernier point qui va dans le même sens, au sein des milieux associatifs, on observe également un passage progressif de regroupement de migrants mais sur base de critères d'origine ou de statut socio-juridique ou d'activité professionnelle, etc., avec des intérêts tournés principalement sur l'entre-soi ou sur le pays d'origine, à des regroupements de type panafricain, donc de nouveau qui vont au-delà, qui dépassent entre guillemets toute une série de spécificités et qui mettent surtout au travail la question de l'amélioration des conditions d'existence de leurs membres en Belgique. C'est ça finalement qui supplante et qui devient l'enjeu premier. Voilà, j'ai fait un brassage extrêmement large de toute une série de questions et je vais maintenant passer la parole à Cécile qui, elle, va faire un focus précis sur une des questions qui nous a mis au travail. Comme Jacinthe vous l'a dit, j'ai travaillé vraiment sur l'aspect insertion socio-professionnelle. Je me suis basée d'abord sur ma propre histoire, puisque j'avais fait déjà des études de niveau universitaire dans mon pays. Arrivée ici, je n'ai pas pu avoir une reconnaissance. Et j'ai pu refaire des études. J'ai fait des études comme assistante en pharmacie. J'ai terminé. Quand j'ai trouvé du travail, c'était juste un travail à mi-temps, où je gagnais à peu près 700 € avec une famille en charge. Et du coup, le CPS qui prenait soin de moi me disait, voilà, on va te rajouter à peu près 300 € pour que tu arrives à vivre, mais c'est bien que tu travailles. Ce que j'estimais vraiment très bien. Au bout de 3 ans, ce rajout devait s'arrêter. Et c'est là que j'ai dit, voilà, malgré que mes diplômes n'ont pas été reconnus, que j'ai fait quand même un effort de faire 3 ans d'autres études pour être assistante en pharmacie, j'aimerais alors que vous puissiez m'aider à travers l'article 60 qui est censé permettre aux gens de s'insérer, que vous puissiez me trouver un travail au sein d'un hôpital communal ou quelque chose comme ça. Ils m'ont dit, c'est pas comme ça que ça se passe. Soit tu continues ton mi-temps en pharmacie,
on ne peut plus t'aider, ou tu vas faire l'article 60 tel que nous, on l'a conçu. Il n'y a pas de choix, puisqu'avec le peu de sous, je ne pouvais pas survivre. J'ai accepté justement ce contrat d'article 60. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est l'article 60. Non? Oui. Voilà. Vous savez que les migrants, quand ils arrivent ici, ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont plus de capital économique, ils n'ont plus de capital social et ils ont besoin d'un soutien. Et quand on a été régularisé, quand on a un statut de réfugié, dans ce cas-là, le CPAS vous prend en charge. Mais le CPAS a une obligation de mettre les gens au travail. Ils ont dans le règlement ce qu'on appelle l'article 60, paragraphe 7, qui demande à ce que les gens qui sont capables, donc qui ne sont pas du tout malades, pour des questions d'équité, ils doivent se mettre au travail. Et malheureusement, les lieux de travail et le contenu du travail que le CPAS donne à tous ces gens, c'est des travails qui ne demandent absolument aucune qualification. Puisque, comme vous le savez, les gens qui sont dans les centres publics d'aide sociale, en majorité, c'est des gens qui n'ont pas pu faire des études. Et les personnes qui sont des migrants, même s'ils ont fait des études, ils se trouvent au même endroit que des personnes qui sont belges, mais qui n'ont pas fait d'études. Et du coup, la manière, les outils d'insertion qu'ils utilisent, c'est les mêmes outils pour tout le monde. C'est-à-dire donc trouver un travail qui ne demande absolument aucune qualification. C'est-à-dire du travail de jardinage, de ramassage de poubelles, de travailler dans les soins, dans les homes, par exemple, le nettoyage dans les homes, le repassage, ce genre de choses. Voilà. Moi, j'ai été mise dans un centre de repassage, malgré que j'avais déjà mon diplôme de pharmacie du pays et mon diplôme d'assistante en pharmacie d'ici. Je me suis retrouvée dans un centre de repassage, ce que j'ai quand même très mal vécu. Au départ, je me suis dit, c'est peut-être parce que j'ai un ego surdimensionné, c'est pourquoi ça me fait mal comme ça. Voilà. Je me suis dit, au bout de mes 39 ans, je vais quand même remettre à faire des études universitaires qui vont être reconnues ici. Et à 39 ans, j'ai entamé des études et c'est comme ça que j'ai débarqué à l'UCL et j'ai fait aussi le certificat en santé mentale, précarité et santé mentale. Et c'est là que je me suis dit, je vais quand même retravailler cette question et voir si ça ne concerne que moi ou si ça arrive aux autres, puisque je trouvais ça vraiment dramatique. Qu'un centre public, que de l'argent public soit utilisé, non pas à émanciper les gens, mais plutôt à retirer plutôt vers le bas. Et c'est comme ça que ma recherche a commencé, donc à partir d'une histoire personnelle. J'ai essayé alors de voir autour de moi des personnes qui étaient insérées. Mais ce que je remarquais, c'est que des gens qui avaient déjà vécu des parcours difficiles, parce que le Rwanda et le Burundi, c'est des pays qui ont connu la guerre. On est ici justement parce que la plupart sont ici à cause de la guerre. Et malgré tout ça, il n'y avait pas un taux énorme de divorce. Mais c'est au bout de la régularisation, de l'insertion, que je voyais que beaucoup de familles divorçaient et je ne comprenais pas pourquoi. C'est comme ça alors que j'ai commencé mon travail avec des récits de vie, en demandant aux gens qui avaient fait des études comment eux, ils ont pu s'insérer. Et ce qui s'est recoupé, c'est ce que je vais vous présenter ici, c'est que, comme je vous l'ai dit, l'article 60, il a pour objectif d'insertion socio-professionnelle des gens, donc leur offrir le premier emploi qui va leur permettre d'aller plus loin ou au moins avoir accès aux allocations de chômage. Et qu'est-ce que j'ai observé en recoupant ces récits de vie? Ce qui était la première chose, c'est que l'intégration professionnelle n'était pas l'intégration professionnelle assurée. C'est une intégration professionnelle disqualifiante. Ceux qui lisent beaucoup de bouquins, vous pouvez lire Pogam, qu'est-ce qu'il dit de l'intégration professionnelle assurée. L'intégration socio-professionnelle assurée, c'est celui qui allie la satisfaction dans le travail et la stabilité du travail. Le contrat article 60, c'est un contrat à durée déterminée, c'est un l'âge, et le maximum étant de 2 ans, maximum. Après, il n'y a pas de suite. Et en plus, pour des gens qui sont diplômés, qui ont d'autres compétences et des compétences universitaires, se retrouver avec un contenu de travail qui ne demande absolument de qualification, ça a un coût sur eux, sur leur propre identité.
c'est vraiment une chute dramatique de leur statut. Ce n'est pas non plus quelque chose de valorisable. Vous ne voyez pas quelqu'un qui était, par exemple, architecte, qui va du jour au lendemain dire « j'ai fait du jardinage pendant 2 ans » et mettre ça sur son CV. C'est des choses qu'ils font, mais qu'après, ils ne peuvent plus mettre sur le CV. Et d'ailleurs, moi, sur mon CV à moi, je ne mets jamais que j'ai travaillé dans un centre de repassage. Je prends ces 2 ans que j'ai fait et je les esquive carrément. Tout simplement parce que je trouve que ça tire le bas mon CV plutôt que de le tirer vers le haut. Voilà. Donc, les personnes que j'ai pu avoir, c'était 4 personnes. Il y avait un orthopédiste, prothésiste, un docteur en médecine. Il y avait aussi quelqu'un qui avait un doctorat en psychologie cognitive et une autre personne qui était une dame qui a été licenciée en biologie. Ils travaillaient dans le centre de tri de déchets, comme je viens de le dire. Et la deuxième chose que j'ai regardée et qui était transversale, c'est que ce contrat est censé permettre aux gens de créer un lien social. Mais qu'est-ce qui se passe quand ils sont là? C'est qu'ils n'arrivent pas du tout à créer un lien social dans le milieu du travail. La première chose, c'est parce que là où ils vont, ils savent très bien qu'ils vont durer 1 an et demi ou 2 ans maximum, et qu'après ils vont partir et d'autres vont revenir. Du coup, comme ce sont des passants, il n'y a personne qui s'attache à eux. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, eux aussi, ils n'ont pas envie de s'insérer. Si quelqu'un est orthopédiste, il a envie de rencontrer des médecins, il a envie d'établir des liens avec les prothésistes comme lui, avec des kinésithérapeutes, des gens qui peuvent justement lui ouvrir des portes pour une insertion socio-professionnelle. La troisième chose, c'est que, comme Ginette Herman l'a écrit, c'est des populations les moins instruites et les moins nantis qui utilisent et qui recourent surtout aux stéréotypes et à la discrimination. Donc, qu'est-ce que j'ai eu comme réponse? C'est ce qu'on me disait, on n'est pas du tout intégré socialement. Les gens nous méprisent. Et ceux qui font semblant de s'intéresser à nous, c'est faire des blagues humiliantes sur les Noirs, croyant que ça va nous faire rire, ça ne nous fait pas rire. Nous, on n'arrive pas quand même à trouver un lien social dans ces lieux-là. On ne se sent pas confortable dans ces lieux-là. La troisième chose, c'est la discrimination. Si je ne veux pas parler de la discrimination d'individu à individu, c'est la discrimination que je dirais plutôt institutionnelle. Les agents de placement qui doivent placer ces gens dans des lieux de travail, on dirait que c'est... D'ailleurs, il y a une certaine Méziani qui l'a écrit dans son mémoire qu'elle a fait à la FOPES, que ce soit les agents d'intérimaire, que ce soit les assistants sociaux qui sont en charge de l'intégration, on dirait que les personnes noires, ils n'ont que les bras et pas de cerveau. On les envoie toujours dans des lieux où ils doivent travailler tout simplement avec les mains. Il y a un monsieur qui me disait « Je me sens mal parce que mon cerveau est mis en jachère indéfiniment. » Parce que justement, ce qu'on appelle l'ethnostratification, c'est ça, c'est d'envoyer des femmes dans des homes en disant que ce sont des Africaines, elles vont être bien dans le soin des personnes âgées. Et tout le monde trouve ça normal. C'est l'habitus, comme Bourdieu le dit, tout le monde pense que, quasi tout le monde pense que c'est comme ça. Et du coup, on ne leur ouvre pas la porte à autre chose, on les envoie vraiment là où ils pensent que c'est là où ils doivent être. Et ça, c'est quelque chose qui était vraiment transversal. C'est aussi la discrimination salariale. Parce que les gens qui sont dans le cadre de l'article 60, on les met, par exemple, à la disposition d'une commune. Mais les agents communaux, ils ont un certain type de salaire. Et l'article 60 qui vient travailler avec eux, il est rémunéré par le CPAS. Souvent, c'est des garanties minimum. Du coup, ils font le même boulot, mais ils ne sont pas payés de la même manière. Et ils vivent ça comme discrimination salariale. Autre chose, c'est que je me suis demandé pourquoi est-ce que les gens acceptent. C'est peut-être parce qu'il y a un gain financier quand on est au CPAS et que du coup on trouve du travail, la motivation de l'argent peut être une bonne motivation. Eh bien non.
parce que l'étude de Riccardo Cerenti montre qu'il y a un vrai piège à l'emploi. Pour une personne, par exemple, je vais vous le lire, pour une personne avec charge d'enfant, il y a une perte sur le net de 150 € par mois. Il n'y a que la personne isolée qui trouve un petit gain de plus ou moins 100 € en plus. Donc, les chefs de famille, ils perdent de l'argent dans leurs poches. Donc, on ne peut même pas dire que l'article 60 permet aux gens de vivre mieux, ne fût-ce que pour ces 2 ans. Tous ces effets, à quoi ça aboutit au niveau des gens? Je vais essayer de vous lire quelques... Voilà. Il y a ce qu'on appelle de la disqualification masculine. J'ai remarqué que surtout les hommes étaient frappés par cette indignité. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils perdent la parole. Ils ne parlent plus. Ils ne parlent plus à leurs femmes, ils ne parlent plus à leurs enfants, ils s'isolent eux-mêmes. Il y en a d'autres qui se livrent aussi à ce que je l'appellerais plutôt de l'ivresse, qui n'arrivent plus à être des pères ni des maris dans leur foyer. Parce que justement, cette indignité qui les a frappés, les a coupés de leur propre identité, de leur estime de soi. Il y a aussi ce qu'on appelle la mutilation de la jouissance. Il y a un monsieur qui me disait, je n'ai plus d'amour propre, je n'ai plus d'ego, je suis anéanti. Comment puis-je avoir le désir? Le désir est un luxe. Et je trouvais ça très pénible pour les gens. Et je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Une autre personne me dit, je vis de la discrimination au quotidien. Je suis le black pour toute l'équipe. Je suis l'article 60 pour les collègues. Mais avant, j'étais professeur. Je ne suis juste qu'un article. Pour la disqualification parentale, un monsieur m'a dit, écoute, j'ai perdu toute crédibilité. Je n'ai que du mépris de la part de mes enfants. Mon fils de 14 ans, qui avait très mal travaillé, j'ai essayé de lui faire comprendre qu'il ne fallait pas badiner avec les études, qu'il serait le plus probable à assurer sa réussite dans la vie. Vous savez ce qu'il m'a répondu, madame? Eh bien, il m'a répondu avec dédain. Si c'est pour devenir comme toi, papa, je peux m'en passer de ces études. Avec tous tes diplômes, à quoi ça te sert aujourd'hui? À ramasser des poubelles? Et c'est justement cette disqualification personnelle où les gens perdent confiance en eux, la disqualification familiale, la disqualification sociale, qui fait que ces gens, malgré qu'ils ont des statuts, malgré qu'ils ont le droit de séjour, ils ont le droit de travailler, on dirait que comme ils ont eu les papiers, tout va bien. Mais non, tout ne va pas bien. Il y a un manque réel et flagrant d'intégration par ce pouvoir public. Et la question que je me suis posée en dernier lieu, c'est vraiment pour citer Jamoun, qui disait « Quels hommes seront demain les jeunes qui ont grandi dans des familles où les pères étaient non seulement absents, mais déchus, méprisés? Quelle sera leur vision de la famille, de la femme, de la mère, du père et de la responsabilité du père dans une famille? Comment feront-ils quand ils seront pères à leur tour? » Donc la question de la transmission de nos valeurs, de notre humanité, me posait question dans cette étude. Merci. Donc, bonjour encore. Voilà, c'est pas facile toujours de prendre les paroles à partir de... Après, c'est celle qui vient de me précéder. Mais bon, quand on parle aussi de l'immigration subsaharienne, on parle de la question noire en Belgique. Donc, on peut évoquer aussi la question, je pense, des sans-papiers.
On peut évoquer aussi la question pourquoi il y a eu assez de flux migratoires, pourquoi il y a eu beaucoup de déplacements. Mais il ne faut pas que les Européens aussi se cafouent ou qu'ils croient qu'il y a un chaos en Europe, qu'il y a les Africains qui viennent un peu envahir le pays. Parce que d'après les recherches, l'immigration est d'abord entre sud-sud. Donc il n'y a pas de panique là-dessus. Les pays du sud d'abord accueillent les gens et ensuite viennent les pays européens et les pays occidentaux en général. Donc dans les 5 premiers pays que j'ai vus, il n'y a pas un pays européen. Les premiers pays qui accueillent les immigrés sont les pays comme le Pakistan, la Chine ou le Maroc. Donc les pays européens en général, peut-être qu'ils font partie des 10 premiers, mais bon, ce qui est sûr quand même qu'ils ne font pas partie des 5 premiers. Voilà. Et qu'est-ce qui a causé ça? Ce qui a causé ça, d'abord, c'est les politiques, tout le monde le sait. Et donc, les grands décideurs du monde, de ce monde-là, sont les Américains. Et les Américains, c'est presque les Européens, parce que les Américains, à chaque fois qu'ils décident de faire une guerre, et donc les Européens les suivent. Et donc, ces guerres-là, ces guerres-là se répercutent sur les populations qui sont obligées de se déplacer. Et quand ils se déplacent, ils se déplacent dans des lieux plus sûrs que là où ils sont. Et il n'y a pas que seulement que la guerre, il y a aussi le fait que les grandes entreprises européennes, occidentales aussi, qui continuent à exploiter les terres comme des pays africains, ou le fait de soutenir même un dictateur africain qui est là et qui sème un peu la zizanie dans le pays, ça fait que les gens n'ont pas le droit, ne voient pas la justice, et ça fait que les gens quittent chez eux et viennent chercher ce qu'il n'y a pas chez eux, la justice, le droit et tout. Et donc voilà. Comment ces gens-là viennent? Ils viennent par le bateau, ils viennent par l'avion, ils viennent par comme vous voulez, mais à chaque fois on voit dans les informations des choses quand même qui ne sont pas tout à fait acceptables. Des gens qui meurent à travers la Méditerranée, des gens qui meurent à travers la mer, et c'est vraiment quelque chose qui touche au cœur. Moi j'étais très content et j'ai été trop j'avais de l'admiration quand j'ai vu cette solidarité après les attentats sur Charlie Hebdo. Ça prouve quand même que les Européens, les gens en général, ils sont solidaires. Parce que nul n'a le droit d'ôter la vie d'une personne, parce que cette personne-là, elle a dit quelque chose ou elle a commis quelque chose. Personne n'a le droit d'ôter la vie d'une personne. Mais ces gens qui meurent dans la mer aussi, il y en a qui ont ôté leur vie. Mais indirectement, il faut le dire. Ces gens-là, ils ne meurent pas des milliers, 2000, 3000. Les responsables de ces gens-là, les responsables de la mort de ces gens-là, c'est les politiques aussi. C'est les politiques qui viennent insérer, qui viennent rentrer dans la politique des Africains, dans la politique des Asiatiques, et ce qui fait que leurs pays sont dévastés. Ces gens-là essaient de s'échapper avec tous les moyens qu'ils ont essayé de s'échapper, et ils se retrouvent parfois à la mer et ils sont noyés. Donc voilà. Malgré tout ça, il y a encore l'autre étape, des gens qui ont su s'échapper, qui ont su arriver à la destination, et il y a toujours le combat. Le combat, il est toujours là. Nous qui avons eu la chance de traverser cette Méditerranée, on est là et on n'a même pas atteint l'étape que vient d'évoquer Madame, à savoir avoir cet article 60, à savoir être discriminé même dans l'embauche. Nous, on n'a même pas eu la chance de pouvoir trouver l'embauche. Donc, il y a toujours des problèmes. Et donc, voilà, il y en a des gens qui sont avec nous ici à l'occupation de Molenbeek, qui ont fait 10 ans ici, qui ont fait 7 ans ici, qui ont fait 8 ans ici. Mais les politiques restrictives de l'immigration font que toujours ces gens-là, ils ne peuvent pas s'insérer, ils ne peuvent pas trouver du travail, ils ne peuvent même pas se soigner. Et ça, c'est vraiment une question qui doit être posée, qui doit revenir toujours à l'esprit. Sommes-nous toujours dans cette Europe de justice, de droit, ou bien on se dit le droit est réservé pour certains seulement, et donc pas pour d'autres. Voilà, nous, à chaque fois, quand on part, par exemple, manifester, on part protester,
mais on se voit toujours obligé aussi de ne pas faire beaucoup de bruit comme les Belges ou comme les citoyens ordinaires, parce que nous n'avons pas de marge de manœuvre par rapport à ces policiers, par rapport à ces autorités. Et donc, où est l'humanisme dans tout ça? Elle se trouve où? On doit se comporter plus humain. Moi, je suis vraiment d'accord quand on dit, par exemple, qu'il n'y a pas d'intégration des migrants, où les migrants sont toujours perçus, où les Noirs sont toujours perçus comme des gens qui doivent travailler par le manuel, par la main, et non pas par le cerveau. Là, il y a beaucoup de gens qui jugent ça comme ça, et ce n'est pas normal. C'est pas normal. Mais il y a une très grande question aussi, la question des sans-papiers. La question des sans-papiers est une question, et c'est un fléau, c'est le fait que la personne, elle part travaille avec 20 à 25 euros par jour, et le reste, ça rentre dans les poches du patron qui l'a fait travailler, et donc rien ne rentre aussi dans la question de l'État. Donc, majoritairement, peut-être qu'il y en a beaucoup de sans-papiers noirs, mais les sans-papiers, c'est des Pakistanais, c'est des Marocains, c'est des Algériens aussi. Donc, cette question de droit, je pense qu'il y a quelque part un droit bafoué. Je ne sais pas où, c'est un vide juridique, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est quelque chose quand même qui est urgent et qui doit être traité. Donc, voilà. Quand on prend la Belgique, moi, je pense que la Belgique, c'est un ancien pays colonialiste, certains pays africains. Normalement, elle devait quand même se comporter dans la logique des choses, plus accueillante, plus compréhensif envers les gens qui viennent ici. Quand on parle de la réinsertion socio-professionnelle, quand on parle du travail des émigrés ou des réfugiés, peut-être de ce qu'on voit, si on regarde les médias, par exemple, on voit par exemple qu'il n'y a pas cette image, sauf peut-être en sport, mais il n'y a pas cette image que la Belgique est un pays qui a été un ancien colonialiste, qui a été un pays qui avait colonisé un pays africain. Donc si on regarde sur le plan politique, moi je ne trouve pas. Mais sur le côté sportif, à chaque fois on le répète, c'est parce que dans le sport peut-être, je ne sais pas, mais si on amène quelqu'un qui peut-être qui n'a pas le talent, et il n'a pas le talent, on n'y peut rien. Donc il faut amener des gens qui ont le talent. Moi j'ai pensé juste comme ça. Mais après, ça doit être dépassé. Ça doit être normalement dépassé il y a longtemps. Moi je connais seulement la Belgique en Europe, en France un tout petit peu. Je vois quand même des politiciens noirs, des politiciens arabes qui arrivent quand même à se retrouver au dernier échelon ou à être ministre, quelque chose comme ça. Mais peut-être que je me trompe, mais en Belgique, je n'ai pas encore vu ça. Et donc, ça, c'est un exemple. Quand on voit l'administration, quand on passe dans les banques, quand on passe dans les grandes sociétés, il n'y a pas assez de noirs. Peut-être qu'ils ne sont pas bien qualifiés. Là, je suis d'accord. Peut-être. Mais si ces gens-là sont bien qualifiés, ils ont des diplômes, ils ont déposé pour la reconnaissance de leurs diplômes. Et donc, pourquoi ne pas insérer ces gens-là dans ces... Ou bien est-ce que leur couleur de peau constitue toujours un handicap par rapport à ce qu'ils... Pourquoi ne pas regarder seulement ce qu'ils peuvent faire et non pas ce qu'ils sont? Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Excusez-moi. Merci Malik, merci tous les trois en fait, chacun pour vous. Je pense qu'on peut peut-être tout de suite passer aux éventuelles questions ou réactions que vous pourriez avoir dans la salle. Si quelqu'un veut prendre la parole en premier, c'est jamais le plus facile d'être le premier, mais non, personne. Sinon, moi j'ai ma petite réaction à moi qui est de vouloir vous remercier parce que à travers les différentes interventions, je trouvais que ces interventions faisaient très bien le lien au final tout ensemble sur les différents types de frontières en fait, à l'intérieur des pays, à l'extérieur des pays. Enfin, les frontières, c'est pas qu'un truc national, c'est toutes les discriminations, c'est tout.
Et en même temps, ça fait bien le lien entre toutes les formes d'impérialisme et ce que la frontière a d'impérialiste. C'est-à-dire qu'au moment où on coupe en deux, où on fait une frontière, et principalement quand c'est une frontière avec deux catégories dans lesquelles tout le monde s'inscrit, on est déjà en train de faire une hiérarchisation. La hiérarchisation, elle ne vient pas après, c'est tout le travail d'un pan, notamment du féminisme matérialiste et des études intersectionnelles, c'est très très intéressant. Et je trouvais ça intéressant comme ça ressortait là, et puis dans ta conclusion, Malik, le lien que tu faisais entre tout ça et puis le fait qu'il y a un combat à mener, il y a des luttes à mener tout le temps qui concernent tout le monde au final, parce que d'une part peut-être parce que, comme disait un type comme Mandela, l'oppresseur est au moins autant prisonnier des chaînes que l'opprimé, quelque part, même s'il en souffre moins certainement. Faudrait surtout pas dire le contraire, mais aussi parce que ça y est, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Je sais pas comment j'ai pu perdre ça en une seconde, mais voilà, ça a sauté. Mais voilà, qu'il y a, oui, c'est ça, que les discriminations, c'est comme une énorme échelle qui a pas de fin en fait. Une fois qu'on monte sur l'échelle ou qu'on descend dans l'échelle, on monte et on descend tout le temps, et le but c'est pas seulement d'essayer de monter chacun dans l'échelle, c'est d'essayer de la détruire une bonne fois. Bon, il s'en reconstruira sans doute toujours d'autres, mais voilà, je pense c'est intéressant de poser ça, et avec le lien entre l'anthropologie, la sociologie, le droit. C'était vraiment très, très intéressant. Merci beaucoup. Moi, je veux bien juste dire un petit quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire, mais à ce que tu as dit aussi, Malik, pour dire qu'un des points dont je n'ai pas parlé, mais qui est essentiel, la question du colonial et surtout du post-colonial, du côté du déni et des silences, est effectivement quelque chose qui traverse aussi toute notre réflexion. Ça me permet de dire un petit mot pour parler d'un autre collectif qui est important aussi et qui joue un rôle important en Belgique aujourd'hui, qui est le collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations, qui rassemble beaucoup de monde et beaucoup d'associations, et qui prend vraiment une parole essentielle, et qui justement travaille les questions que tu viens de mettre en évidence. La question des frontières, la question de l'intersectionnalité, le lien entre le passé et le présent, la manière dont les représentations que l'on a aujourd'hui, les pratiques que l'on a aujourd'hui sont engoncées dans une histoire qui est en Belgique du côté du déni, et du coup qu'on ne met pas au travail comme elle devrait être mise au travail. Oui, donc bonjour, je m'appelle Christelle, je me présente. Et j'avais une question pour vous, madame, qui avait écrit le livre. Il y a un artiste, dont je ne me rappelle plus, qui dit que les immigrés, ce n'est que la main-d'œuvre au bon marché. Est-ce que vous pensez que les institutions le font exprès, donc dans la non-reconnaissance des diplômes, dans le fait de garder les sans-papiers dans leur état, pour justement avoir une main-d'œuvre au bon marché? Que c'est vraiment parce qu'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde, parce qu'on ne peut pas payer tout le monde à 8 € de l'heure, et qu'au final ça arrange bien les politiques qu'il y ait des personnes qui travaillent pour 20 € la journée, etc. Donc voilà. Okay, alors c'est une question extrêmement complexe, donc je ne vais pas pouvoir trancher comme ça aussi facilement. Ce qui est certain, c'est qu'il y a effectivement une interrelation entre les questions du côté de l'économique et les questions du côté du politique, et que les enjeux économiques, contrairement à ce que l'on nous fait parfois croire, ou à ce que l'on dit, ce que l'on perçoit de ces discours-là, sont bien des enjeux politiques. Donc prendre des décisions du côté effectivement de la régularisation ou de la non-régularisation, prendre des décisions du côté de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance des diplômes, etc., ce sont bien des questions politiques. Et ces questions politiques se jouent sur une scène qui est la scène que l'on connaît, qui est une scène effectivement complexe, de crises multiples, pour reprendre les mots de Huttard, dont la question de l'économique joue une part essentielle. Juste
par rapport à ce que vous disiez, en fait, il faut presque être attentif à chaque situation et à chaque cas pour ne pas tomber non plus dans des visions trop manichéennes. Il y a le côté évidemment politique dans le sens politicien. Il y a aussi la question des multinationales, des pressions, des liens, des cartels, etc. Et donc, ce sont des choses extrêmement complexes. Et donc, il faut bien penser les choses les unes vis-à-vis des autres. Les politiques, en tant que politiciens, sont aussi pris par toute une série de questions, font aussi partie de toute une série comment les décisions qu'ils prennent sont aussi interreliées évidemment aux réseaux dans lesquels ils sont pris, etc. Donc voilà, les pressions sont multiples. Ce n'est pas uniquement les politiques en tant que politiciens qui ont le plein pouvoir par rapport à ces questions-là. C'est beaucoup plus complexe, mais il y a de fait interrelation entre les enjeux économiques et les enjeux politique. Oui. Peut-être si je peux rajouter un petit mot. Moi, je pense aussi c'est très dangereux d'assigner des responsabilités comme ça. Ça peut vite mener à des situations très problématiques, des théories du complot, etc. Par contre, si la main invisible du marché dont on parle tout le temps en économie, elle existe quelque part, mais elle existe aussi là, ou peut-être surtout là. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose indépendamment des volontés, de matérialiste dans les choix qui sont faits, dans les conséquences. Et c'est pas par hasard que ça arrive, que les conséquences sont celles-là. C'est l'ensemble des causes, indépendamment directement de la volonté des acteurs ou des agents. Il y a une dimension systémique là qui est ce que vous soulignez, mais qui est en même temps, le système, il existe, le système en tant que structure, hein, pas le système abstrait, sous la responsabilité malgré tout de ceux qui le font fonctionner. C'est-à-dire que peut-être qu'on ne pourrait pas faire une autre politique de manière soutenable dans un tel système, mais on choisit toujours de rester dans tel type de système économique ou dans tel type de système politique. Et ça peut être imputé à la responsabilité de beaucoup de gens, y compris tout le monde en fait. Voilà. Je m'appelle Jean Capoutin. Je regrette d'être arrivé en retard, de ne pas avoir pu suivre ce qui s'est dit dès le début. Alors ma réaction porte, déjà à partir de ce que j'ai entendu, pour souligner que la situation du subsaharien, qui se trouve ainsi minimisée, non reconnue, est d'autant plus grave qu'il est déjà victime d'une première immigration dont on ne parle pas suffisamment. C'est-à-dire qu'avant les multinationales, avant les dictatures, etc., il baigne déjà dans un contexte de dépréciation générale, un contexte philosophique, un contexte historique très ancien, qui fait que c'est déjà un homme, pourrait-on dire, abîmé. Il est déjà affaibli. Et il a été entraîné à faire un type de migration absolument acrobatique qui consiste à sortir de soi-même pour être autre, pour ressembler à l'autre. Et ce travail-là, il le mine déjà dès le point de départ. Ça fait que ce qu'il vient vivre ici, ça ne vient que s'ajouter à ces situations dramatiques qui demandent beaucoup de travail pour ramener l'homme à se reconnaître, à prendre sa place parmi les humains, à se redresser. Alors, moi, je suis étudiante, je m'appelle Shadia. Et
Et en fait, la question que je voulais poser, c'était plus au-delà des constats un peu alarmants et pessimistes que vous avez dressés. Comment vous envisagez des actions concrètes? Qu'est-ce que vous faites, vous, au quotidien pour changer les choses à votre niveau? Et voilà. Je parle d'abord parce que c'est peut-être la question qui, entre guillemets, me concerne le moins. Donc il y a vraiment, je pense, 3 niveaux d'action extrêmement différents. Moi, de ma petite place, ce que je fais, c'est par exemple mettre une dynamique qui fait qu'on a des chercheurs qui travaillent pendant 3 ans pour produire un ouvrage, pour le visibiliser, pour mettre les questions sur la scène publique. C'est, dans mes enseignements, et j'ai plusieurs étudiants qui sont là, essayer de mettre ces questions-là au travail dans la plus grande complexité, de susciter à la fois la compréhension, le questionnement, mais aussi l'indignation, parce que moi-même, je me vis comme indignée par rapport à ces questions-là. Et j'ai mis beaucoup de temps à m'apaiser par rapport à la question que vous posez, c'est-à-dire, tu es dans une dynamique de compréhension, voire par moments de dénonciation. Qu'en fais-tu? Et j'ai trouvé, moi, à m'apaiser en me disant, mais finalement, j'occupe maintenant une place, on va dire, où je peux en faire quelque chose de cette place-là. Après, mes collègues ici, de leur place, font d'autres choses très intéressantes. Moi aussi, à mon petit niveau, là où je travaille, j'essaie de faire un travail, je dirais plutôt politique, pour ce cas que je vous ai présenté auprès des communes qui sont proches de moi, en promouvant ce qu'on appelle l'article 61. Parce que l'article 60, c'est la mise à disposition du CPAS auprès des services publics ou des associations, justement dans des endroits et dans des lieux avec un contenu pénible, comme je vous l'ai expliqué. Alors que l'article 61, qui est moins utilisé, ça permet de mettre la personne à insérer dans une entreprise. Et il est rémunéré par l'entreprise et en plus l'entreprise reçoit un certain subside. Et les communes n'y recourent pas souvent, mais je fais de sorte que maintenant, avec des revendications politiques, avec des propositions concrètes sur le bienfait de l'article 61, et aussi en mobilisant les migrants qui sont dans le droit d'avoir l'article 60 ou 61, de leur dire que l'article 61 existe bel et bien, que c'est à eux d'abord de faire des démarches pour pouvoir s'insérer, mais aussi au niveau beaucoup plus supérieur, d'amener ces revendications pour que ce soit porté par le MOC, qui est un mouvement ouvrier chrétien. Donc, c'est sur les tables de négociation. Mais je vois déjà les effets depuis que je commence à faire mon petit marché autour de moi. Il y a beaucoup de migrants qui connaissent l'article 61 et qui réclament l'article 61. Et il y a des CPAS aussi qui commencent maintenant à bien faire le bilan social. Et quand la personne nécessite par exemple de se former davantage, parce que malgré les diplômes, malgré tout ce qu'on dit, il y a la technologie que des fois on met en arrivant là-bas, il y a la technologie qu'on n'a pas. Donc on permet maintenant aux gens de faire des stages, de faire de l'article 61 dans des lieux où ils peuvent se former encore. Et je pense qu'à mon petit niveau, c'est tout ce que je peux faire. Nous, on essaye de s'organiser. On fait des rassemblements, des manifestations. Chaque semaine, on fait 3 fois manifestation et on fait des réunions pour essayer mieux de s'organiser, pour avoir une stratégie. Comment lutter contre ça et comment arriver à notre objectif, qui est le fait d'avoir les papiers. Donc, on a un comité de soutien qui est composé d'associations comme le MRAX, comme le Meeting, comme la Ligue des droits de l'homme, etc. Mais aussi, il y a des gens qui sont là, qui nous soutiennent à titre individuel, comme Bertrand, comme Axel et Chichi et autres. Donc voilà, et on se bat au quotidien pour essayer de changer ça, pour essayer de pouvoir vivre dignement comme tout le monde. Voilà. Bon, moi, a priori, je suis là pour représenter la Ligue des droits de l'homme, alors comme c'est une question avec laquelle je ne suis pas très à l'aise à titre individuel et personnel en tant que jeune mec blanc, donc qui a exactement toutes les... Enfin, dans une perspective intersectionnelle, je suis partout au mauvais endroit, enfin au bon endroit plutôt, justement, c'est comme ça, c'est bien ça le truc. Je vais répondre plutôt
par ce qu'on fait à la Ligue. Si je devais répondre à titre personnel, je trouverais plus intéressant de dire ce que je pense qu'il y a moyen de faire que ce que je fais, parce que c'est jamais assez. Mais à la Ligue, on a essentiellement tout un travail juridique de lutte à travers des attaques. On attaque beaucoup de lois ou d'arrêtés royaux devant la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État, pour essayer de les faire annuler, les faire empêcher, que ce soit sur toute une série de questions, mais moi je m'occupe de tout ce qui est migration et discrimination. On fait surtout un travail sur les questions migratoires, parce qu'en fait, tout ce qui est discrimination, racisme et tout ça, il y a quand même au moins 3 autres organes qui le font et avec qui on travaille, mais à qui on laisse une bonne part du travail, qui sont le MRAX, maintenant qu'il revit et dans des très bonnes dispositions, très chouettes dispositions, le Centre pour l'égalité des chances, où il y a des gens très très chouettes qui travaillent, et la plateforme de lutte contre le racisme et les discriminations, dont nous faisons partie, et qui fait un travail qui est relativement peu important, parce que ça regroupe tellement d'acteurs et c'est tellement informel que c'est très compliqué d'avancer, mais qui en même temps est un travail de coordination qui doit être fait. Donc nous, on fait essentiellement un travail de ce type-là. On essaie de soutenir des initiatives comme le festival maintenant, de participer à des discussions, des tables de ronde, comme ce soir, des travaux de ce type. On écrit aussi, on publie des articles, on publie un état des droits chaque année. Donc l'état des droits de la Ligue des droits de l'homme sort maintenant justement fin février dans la revue Nouvelle. Et il y a notamment un article sur Eurodac, les systèmes de fichage au niveau européen qui sont assez abominables, de fichage des migrants et tous les outils un travail qu'on fait par exemple qui n'est pas directement qu'on ne laisse pas, malgré que c'est un travail sur la discrimination, c'est tout ce qui est lié à l'article 75 de la loi de 80, qui est l'article qui dit que toute personne en séjour dit irrégulier sur le territoire belge risque autant de mois de prison et une amende de autant, ce qui en fait criminalise toutes les personnes en situation irrégulière, dites irrégulière, et donc crée une discrimination monstrueuse. Et empêche par ailleurs des gens qui se sont fait agresser d'aller porter plainte, ou des femmes qui se sont fait violer d'aller porter plainte, parce qu'on va les arrêter au moment où elles vont porter plainte, ce qui n'est pas exactement ce qu'il faudrait faire. On fait essentiellement un travail de ce type, et puis c'est jamais assez, de toute façon. J'avais une question pour madame. Donc, je m'appelle Claire et je suis étudiante. En fait, vous avez parlé que l'indignité, elle fait perdre l'estime de soi aux personnes avec lesquelles vous avez fait des récits de vie. Et je me demandais, est-ce que les personnes, ils réduisaient cette perte d'estime de soi à l'article 60 dans lequel ils se trouvaient embauchés, ou est-ce que ils voyaient ça de manière plus large, comme monsieur l'a dit, que ça commence dès le début, ou voilà, c'était ça ma question. Ici, dans les récits de vie, ce que j'ai pointé de cette indignité, c'était juste, j'ai pris la partie qui était liée à l'article 60, paragraphe 7. C'est des personnes qui, dans les récits, puisque je ne peux pas tout réciter, qui disaient comment ils étaient fiers d'eux quand ils étaient encore au pays. J'ai un médecin, donc c'est un médecin qui le disait, qu'au cours de l'exil, il était déjà médecin, il était utile, il se sentait utile tout au long de son parcours d'exil, même dans les camps au Congo, il était médecin auprès d'un médecin sans frontières. Arrivé ici, il était toujours utile dans sa famille, parce que c'est lui qui allait pour chercher des papiers, c'est lui qui dirigeait tout le monde, donc jusqu'à l'obtention du statut de réfugié. Donc les autres sont restés à la maison, c'est lui qui cherchait l'école des enfants, donc il se sentait utile en tant qu'homme tout au long de son parcours, malgré tout ce qui s'est passé. Et c'est juste un exemple. Et il me dit que depuis qu'il travaille dans un centre de tri de déchets, c'est là qu'il a senti l'indignité. Que là, il se sent vraiment acculé à l'inutilité, à l'impuissance et au désespoir. Parce qu'il pensait qu'après tous ses parcours, après avoir eu ses papiers, sa régularisation, après avoir mis les enfants à l'école, il se disait, maintenant je vais trouver du travail, et du travail qui soit en rapport avec mes compétences. Et c'est là où l'indignité l'a frappé, parce qu'il a trouvé toutes les portes fermées.
Donc c'est lié vraiment à cet article 60, à ce travail pénible et indigne et disqualifiant. Plus personne qui veut réagir ou poser des questions? Bonjour, je m'appelle Annie, je suis fort liée avec l'Afrique puisque j'y ai vécu 20 ans, mon mari est africain et je connais un peu tout ce que vous avez évoqué là, je suis au courant de tout ça, mais je remarque aussi que le lien avec le Sud reste souvent quand même là, et je vois que quand pour parler de l'utilité dont vous venez de parler, et que s'il y a moyen de se rendre utile encore avec la famille qui est en Afrique, ça se fait. Et heureusement, et ne serait-ce que par ce biais-là, quand même, ça rend ou ça maintient la dignité et l'utilité avec la famille au Sud. Et il y a de plus en plus aussi, enfin je vois que Western Union, par exemple, fonctionne très bien pour ça et se fait sûrement beaucoup d'argent aussi sur ce compte-là. Mais c'est quand même important de signaler ça, je pense. Et de plus en plus d'associations se créent de ressortissants du Sud et sont d'ailleurs encouragées par la Fédération Wallonie-Bruxelles et par les liens avec, comment ça s'appelle, enfin une espèce de soutien au Sud par la Fédération Wallonie-Bruxelles, et peuvent encourager des associations comme ça pour développer des projets au pays. Donc ça, c'est quand même quelque chose de positif, je trouve. Mais pour en revenir à ce qu'a dit Christelle là, tout à l'heure à propos de la main-d'œuvre bon marché, je constate, parce que je suis infirmière, mais je donne cours à des auxiliaires, à des aides-soignantes, à des auxiliaires de l'enfance. Et surtout à Bruxelles, la majorité de mes élèves, ce sont des ressortissantes, surtout des femmes, parfois des hommes, mais du Sud et surtout d'Afrique subsaharienne, puisqu'on dit subsaharienne pour ne pas dire noire, souvent, mais enfin bon, c'est la même chose finalement. Et puis, voilà, pourquoi est-ce que maintenant on fait appel à ces aides-soignantes? C'est un problème assez complexe, parce qu'on dit partout qu'il n'y a pas assez d'infirmières. Et mais du coup, on fait venir des infirmières d'autres pays, par exemple des Roumaines récemment. Mais mes anciennes collègues qui sont belges, qui travaillent depuis longtemps en Belgique, et qui sont belges pour la plupart, remarquent que leur salaire n'a pas été très valorisé depuis le moment où elles sont sorties des études par rapport à d'autres professions qui au même niveau, donc c'était en général un graduat, donc en nursing, et bien d'autres gradués ont été beaucoup plus augmentés avec l'ancienneté que les infirmières. Alors il y a ce côté-là, donc les hôpitaux souvent doivent tenir compte de tas de choses pour fonctionner, et entre autres du salaire du personnel. Et le salaire des infirmières n'a pas été comme je viens de le dire, valorisé. On préfère faire venir de la main-d'œuvre d'ailleurs, semble-t-il. Et alors maintenant, de plus en plus, d'ailleurs je donnais un cours qui s'appelle Activités infirmières déléguées. Donc on délègue certaines activités qui étaient avant le propre des infirmières, on le délègue à des auxiliaires de santé, des aides-soignantes, qu'on va payer moins évidemment. Donc, il y aura un tout petit peu d'infirmières et beaucoup d'aides-soignantes, et on va les payer moins. Et ça, c'est un problème aussi pour éventuellement la qualité des soins, parce que bon, ces aides-soignantes sont de niveau secondaire technique, je pense, alors que les infirmières sont des
c'est un baccalauréat, c'est un au moins, quoi, si pas une licence. Donc il y a beaucoup de questions, c'est un vaste problème. Voilà, alors il y a des... Mais aussi, comme on dit, c'est les aides-soignantes africaines, elles sont très très appréciées dans les milieux hospitaliers, surtout dans les, comme vous l'avez dit, hein, dans les homes et tout ça. Enfin, bien qu'elles puissent travailler ailleurs que dans les homes. Une aide-soignante peut travailler en hôpital aussi. Hein. Parce qu'elles ont un contact, un respect encore pour les personnes âgées, et parce que en plus... ça, c'est une amie qui m'a dit ça, qui est infirmière aussi. Alors, on peut le prendre dans différents sens. Elles ont un bon dos. Parce qu'elles ont un bon dos. Donc, il y a dans le sens figuré, mais aussi dans le sens purement anatomique, je vais dire. C'est vrai que quand on travaille dans ce milieu-là, surtout dans les homes, il faut... Le dos en prend un fameux coup et qu'il faut avoir un bon dos pour supporter ce travail durant des années et des années. Voilà, enfin, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je voulais donner ce constat-là. Mais d'un autre côté, donc je donne des cours en promotion sociale, c'est une porte dans le monde du travail aussi, parce que c'est une façon d'accéder au monde du travail, même s'il y a plein de points à améliorer de ce côté-là. Mais la plupart de ces femmes savent qu'elles vont sûrement avoir un travail au terme de cette formation. Mais j'ai vu aussi, comme vous, hein, des femmes qui avaient un diplôme universitaire et qui revenaient à cette formation-là pour pouvoir travailler. C'est sûr. Je voudrais revenir sur la notion d'article 60 dont vous parliez. Je suis conseiller CPAS et donc c'est évidemment un sujet qui nous préoccupe fortement. Tout d'abord, je crois qu'il faut dire que pour ceux qui ne sont pas, je dirais, familiers avec la notion, l'article 60 est effectivement une durée limitée parce que dans la loi, en fait, son but, c'est de permettre aux personnes qui n'ont pas de droit au chômage de retrouver le droit au chômage. Et donc, la durée n'est pas de 2 ans, la durée, c'est le temps nécessaire pour retrouver le droit au chômage. Ça, c'était une chose. Donc, effectivement, je veux dire, article 60, ce n'est pas la possibilité pour les CPS de donner un travail à tout le monde et dans toutes les circonstances. Donc, c'est cet objectif-là. La deuxième chose, c'est que le mécanisme, comme vous le disiez, la différence entre article 60 et article 61, c'est que l'article 60 est plutôt destiné aux associations et aux entreprises à caractère social, le 61 aux entreprises privées. Mais dans les deux cas, en tout cas, je dirais qu'on fait un effort, en tout cas au CPS d'Ottignies, pour justement donner par ce biais-là un travail qui correspond aux capacités et au profil de la personne. Et nous avons en article 60 des personnes qui travaillent aux facultés de Jean Blou. Nous en avons qui travaillent au CPAS même et dans des travaux, dans des travaux administratifs. Donc je veux dire, je ne voudrais pas qu'on garde l'idée que systématiquement, article 60, sont des travaux dévalorisants, parce que, je vais dire, la principale difficulté, aussi bien pour article 60 et encore plus pour article 61, c'est de trouver l'employeur, de trouver l'association qui est intéressée parce que, effectivement, l'association doit participer au salaire de la personne qui est engagée. Et donc, c'est surtout, je dirais, la prospection qui est importante. Donc, je suis entièrement d'accord sur la essayer d'augmenter le nombre d'articles 61, mais là où est la difficulté, c'est au niveau des entreprises, de convaincre les entreprises d'engager et de leur donner cette information qu'il y a là une possibilité d'avoir des emplois.
Oui, j'entends bien ce que vous dites. Depuis la loi de 2002, il y a des services d'insertion socio-professionnelle dans quasi tous les CPAS où ils le disent dans la loi que ce n'est plus que pour avoir droit aux allocations de chômage, c'est pour aussi insérer les personnes. Et j'ai travaillé avec Kerenti, que vous connaissez, qui est le responsable et qui m'a confirmé effectivement que ce n'est plus pour donner le droit aux allocations, mais c'est aussi pour permettre une insertion réelle. C'est limité dans le temps, ça c'est la loi, et c'est pourquoi je disais que ce n'est pas du tout une intégration réelle, puisqu'elle allie l'insatisfaction et l'instabilité. Et ça, ce n'est pas moi qui le définis, c'est Pogam. Et pour tout ce qui concerne les employés, justement, c'est là où il y a des CPS comme le CPS de Charleroi, où j'ai entendu aussi qu'ils mettent des gens dans des postes suivant vraiment leurs capacités, mais il y a pas mal encore de CPS qui font des bilans, je dirais, à la baisse, justement sous prétexte que les gens n'arrivent pas à trouver des entreprises qui pourraient les prendre. Mais ce que moi je déplore auprès des CPAS, c'est qu'ils ne donnent même pas cette information aux migrants pour que les migrants eux-mêmes puissent le faire. Regardez pour les chômeurs. Un chômeur, on lui dit, vous êtes tel plan Activa ou plan APE. Et c'est eux qui font des démarches. Si on pouvait au moins assurer cette information aux migrants pour dire, vous avez droit à l'article 61, cherchez même une place. Parce que ce que les gens oublient, c'est que même l'entreprise qui prend la personne, elle reçoit quasi 1 000 € par tête. Et les entreprises ne le savent pas, et les migrants ne le savent pas, pour aller démarcher déjà eux-mêmes. Même si les services de CPS ont des personnes qui sont censées le faire. Mais ce que j'ai rencontré dans les CPS où j'ai passé aussi des entretiens, c'est qu'ils me disaient que les gens qui travaillent dans les CPAS, ce ne sont pas des gens qui ont des compétences pour chercher justement des entreprises. Ce sont des assistants sociaux au départ et ils n'ont pas été formés justement à démarcher auprès des entreprises. Mais il y a certaines CPAS, je l'admets justement, qui font vraiment des efforts et depuis pas mal d'années, je pense 4 ou 5 ans, comme je suis toujours avec Ricardo, il me montre vraiment qu'il y a des efforts. Et heureusement. Entre parenthèses, je voudrais ajouter ceci, c'est que malheureusement, chez le plus grand employeur d'Ottigny-Louvain-la-Neuve, nous n'avons pas d'article 60. Et le plus grand employeur, c'est l'UCL. Par contre, aux facultés de Jean Blou, il y en a. Donc si vous avez des relations dans l'UCL et que vous pouvez... ça nous intéresse aussi. Je pense que de toute façon, la question, et c'est ce que moi je comprends de cette lecture-là, mais aussi de beaucoup d'autres dans le cadre de mon travail, la question est moins une question qui est propre au CPS ou à tel organe qu'une question générale de perspective dans les pouvoirs publics et dans la manière dont on met en place les politiques depuis un certain temps, dans tout ce qui est politique d'activation des personnes qui n'ont pas d'emploi, quelles que soient leurs origines. Mais c'est clair que en fait, les personnes d'origine immigrée, d'où qu'elles viennent, sont beaucoup plus représentées dans ces populations-là. Et donc c'est un problème structurel. Je ne pense pas que l'idée c'est d'accuser un tel ou un tel. La question c'est vraiment de relever comment dans la structure il y a, à mon avis, ce qu'on pourrait appeler notamment une politique raciste. Mais ça c'est un autre débat. Encore peut-être une réaction avant la fin? Ou deux alors? Voilà. Attendez, on va vous passer un micro. Ouais. Oui, c'est pour l'enregistrement. Ah d'accord, excusez-moi. C'était juste, donc Jacinthe, dans les 5 nœuds de sens, a abordé la question de la colonisation. Et donc ce rapport que, par exemple, la Belgique a avec le Congo. Moi, j'avais aussi toute cette question par rapport au fait de décoloniser notre pensée. Et par rapport à ce que Madame disait, dans le fait qu'il y ait, par exemple, beaucoup d'étudiantes africaines dans les
l'Institut d'aide-soignants. C'est quelque chose qui, moi, me pose beaucoup de questions, justement par rapport à cette idée de décoloniser notre pensée. Excusez-moi, madame, mais c'est vrai que j'ai été un petit peu heurtée. Comment est-ce que je vais formuler ma question? Que nos représentations, en fait, continuent à enfermer les étudiants africains dans un type d'études Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire. Et donc, c'est aussi une nouvelle forme pour moi de colonialisme, en fait, d'enfermer les étudiants africains dans un certain type, surtout les étudiantes femmes, dans un certain type d'études. En fait, je trouve qu'on fait que consolider une attitude très colonialiste. Voilà. Je ne sais pas si j'étais assez claire. Oui, tout à fait. Voilà, oui, mais tout à fait. Bon, tu sais par ailleurs que je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc il y a la question coloniale, il y a la question post-coloniale, c'est-à-dire penser l'après, mais comme le dit également Apadoura, et réussir à penser après la colonisation, ce qui n'est pas encore tout à fait la même chose. Et dans ce réussir à penser après, il y a bien entendu, au-delà de toutes les questions évidemment économiques, politiques, géostratégiques, etc., également, et ça rejoint d'ailleurs des choses que monsieur a mis en avant, la question de la décolonisation de la pensée, d'un côté comme de l'autre, par ailleurs, puisque nous nous regardons aussi en lien avec une histoire dans laquelle nous sommes nous aussi inclus et qui fait partie de nous et que nous avons incorporé. Et la décolonisation de la pensée est une des choses les plus difficiles, en fait, à mettre au travail. Parce que justement, ça va au-delà des questions, c'est-à-dire que c'est pris dans les questions structurelles, mais ça concerne chacun d'entre nous qui doit se mettre dans un travail de déconstruction de ses propres représentations, de ses visions du monde. Et ce travail de déconstruction ne peut être fait, bien entendu, que sur base d'acquisition de savoir et donc de connaissance des enjeux structurels, mais c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et le professeur Stephen Small, donc, qu'on a la grande chance d'accueillir le 10 mars, fait partie, je vous disais, du réseau Black Europe, mais aussi du réseau international qui s'appelle Decolonizing the Mind, donc décolonisation de la pensée, qui est aussi des lieux en fait, qui rassemblent à la fois des gens de terrain, mais aussi des intellectuels engagés qui tentent vraiment de réfléchir ces questions-là et surtout de mettre en place des moments où on peut tenter de mettre ça au travail pour arriver à déjà prendre conscience de ce que ça signifie, parce que, enfin voilà, au quotidien, même nous ici, nous quatre, on peut dire qu'ils sommes en réflexion par rapport à ces questions-là. Je suis certaine qu'au quotidien, on tombe encore dans des pièges, et c'est extrêmement difficile, mais c'est essentiel. Donc, en fait, j'ai juste envie de te remercier d'avoir mis ça sur la table. Moi, j'avais une question aussi. Je voulais demander donc à mesdames, au cours de vos recherches et des rencontres que vous avez pu faire, et à Malik aussi dans le collectif et dans l'immeuble dans lequel vous êtes, enfin dans les rencontres que tu as pu faire ici en Belgique, est-ce qu'il y a des cas, disons entre guillemets, qui sont bien terminés, où en fait la Belgique est devenue entre guillemets vraiment cet Eldorado que les gens soi-disant viennent chercher, disons, est-ce que ça arrive aussi, et dans quelle proportion l'ascenseur social, je veux dire le changement de vie peut vraiment se concrétiser et donc peut-être attirer, stimuler d'autres jeunes de l'Afrique subsaharienne de venir dans le pays, ou est-ce que toutes les situations sont... Voilà, je ne sais pas si vous avez compris ma question. Oui, quand on quitte son pays, on quitte sa famille, on quitte ses parents, on quitte ses amis, on quitte les gens tu quittes les gens que tu aimes. Donc ça se fait pas toujours avec la gaieté du cœur, c'est sûr. Donc si tu viens pour chercher, comme j'ai dit tout à l'heure, la justice, le droit, chacun a son histoire à part, chacun a sa vie à part. Chacun, sûrement quand même, il y a une cause qui a fait qu'il a quitté son pays. Et donc quand tu viens ici, donc tu retrouves des gens entre guillemets nouveaux, des personnes nouvelles. Donc tu essayes toujours de t'adapter par rapport à ces personnes-là. Cette adaptation peut être difficile, longue,
Donc voilà, mais moi personnellement, j'ai pas vu quelqu'un qui est venu et qui avait une idée par exemple de ce qui était l'Europe avant et qui est venu ici, qui a trouvé ça comme il pensait. C'est toujours difficile de s'adapter, c'est toujours difficile de... Il y a beaucoup de... C'est un changement un tout petit peu radical qui se fait, quoi. Et donc, quand tu viens, tu dois tout le temps t'adapter, comme je l'ai dit. Et donc, c'est toujours difficile. Et après, bon, il y en a quand même qui ont eu de la chance parce qu'ils ont eu le sésame, le fameux titre de séjour, un peu rapidement ou moins rapide. Et quand tu as ça, donc il y a le début. Voilà. Et donc il y a le début, après tu vas être discriminé, comme on dit, après dans le travail, dans l'embauche et tout. Mais si tu n'as pas ça, tu es toujours dans la fossée et donc c'est l'attente. Voilà. Pour répondre, je pense que même moi-même, je pourrais me citer comme m'étant sortie. Aujourd'hui, j'ai la nationalité, je travaille, j'ai ma maison, j'ai ma voiture, j'ai tout ce qu'un Belge qui se bat peut avoir. Donc je pense qu'il y a des parcours de réussite, mais l'Europe n'est pas le paradis. Donc c'est pas du tout le paradis, il faut se battre comme partout ailleurs. Et s'il y a des gens qui viennent en pensant que la vie va être toute rose, je pense qu'ils sont tous déçus. Mais à un certain moment, puisqu'il n'y a plus le choix ni de reculer, on ne peut qu'avancer. Alors ceux qui ont, comme il le dit, la chance, puisque la chance aussi intervient, et ceux qui savent mettre plus de stratégie avec beaucoup de chance, ils arrivent quand même à en sortir. Et on a vraiment beaucoup de preuves de personnes qui ont réussi. Mais on sait bien que le parcours est quand même jonché d'épines. Hein. Voilà. Voilà. Donc deux choses. D'abord qu'effectivement, peu importe l'histoire de la personne, quitter c'est toujours difficile et qu'il faut jamais oublier ça en fait. À force, moi je ne l'ai pas vécu moi-même, mais j'ai entendu tellement d'histoires que je ne peux pas dire autre chose que ça. Ensuite, est-ce qu'il y a des happy ends? C'est un peu ça la question. Heureusement, il y en a au moins, entre guillemets, une ici parmi nous. Oui, c'est important de dire aussi, bien entendu, qu'il y a des personnes qui quittent leur pays et même des personnes qui passent par des moments d'irrégularité, qui passent par la question de l'asile, qui passent par de multiples choses extrêmement complexes, des moments d'incertitude extrêmement douloureux et qui finissent par trouver une porte de sortie. Alors, est-ce que c'est... Voilà, ce n'est probablement pas exactement ce qu'ils attendaient, mais en tout cas, ils finissent par trouver quelque chose. C'est important de dire aussi qu'il y a de très nombreuses personnes en provenance d'Afrique subsaharienne qui arrivent en Belgique de plein droit, de manière tout à fait légale et que ça devrait être majoritairement le cas et que ces personnes-là s'épanouissent aussi dans de très nombreux lieux, peut-être comme toi, je ne sais pas qui tu es, ou comme moi. Et donc on a des personnes qui ont soit qui sont afrodescendants, soit qui sont originaires d'Afrique subsaharienne et qui sont artistes, profs d'UNIF, je ne sais pas moi, qui travaillent dans des banques, je ne sais pas, enfin tout ce que vous pouvez imaginer de la réussite. On a des personnes du côté du politique qui sont extrêmement engagées, des milieux associatifs qui sont extrêmement engagés. Et c'est important de le dire aussi. Parce que sinon, alors qu'on tente évidemment d'avoir une vision complexe et de casser les stéréotypes, si on oublie de dire ça, alors on continue à alimenter les stéréotypes du regard misérabiliste. Et donc effectivement, la réalité, elle est beaucoup plus complexe, mais ça n'enlève rien au système, ou pour reprendre ton mot, qui est un système totalement dysfonctionnant, discriminatoire. Et donc, il faut cette part des choses-là qui est toujours difficile. Et donc, il y a effectivement des gens qui parviennent à. Et il faut aussi pouvoir en parler. Et ça me permet de... Peut-être ce sera la dernière chose que je vais dire aujourd'hui, de revenir sur des choses sur lesquelles je travaille moi de manière plus spécifique. Ça permet aussi à des jeunes, on va dire, noirs qui grandissent ici en Belgique de pouvoir regarder des papas et des mamans, des personnes de la génération précédente avec des yeux fiers, de voir de la dignité, de voir des belles choses dans la génération qui a précédé. Et donc il ne faut pas non plus taire ce que l'on pourrait appeler la réussite. Il faut pouvoir le dire, mais le dire en contexte. Voilà. Donc moi je vais juste dire un mot là-dessus avant de
poser qu'on conclue. Moi, je pense que c'est quand même important de questionner quand même ce mot réussite. C'est quoi la réussite? Parce qu'on nous en propose dans cette société un modèle qui est une aberration complète et qui en soi par ailleurs est aussi une acculturation, parce que c'est un modèle de réussite qui est occidentalo-centré au possible. Et c'est quand même à mes yeux très 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 questionnable. Alors évidemment c'est du point de vue de celui qui est relativement tranquille et relativement peu agressé par le système, mais c'est un confort énorme, mais ça me semble quand même à questionner ce truc. C'est quoi la réussite? J'ai pas de réponse à donner par ailleurs. Voilà, je pense qu'il est l'heure fixée pour même un peu plus. On n'est pas vraiment de la réussite forcément matérielle, mais plus du retrouvement de la dignité, comme disait madame, par exemple l'exemple du docteur, c'est plus à ce niveau-là, pas forcément la réussite à l'américaine, quoi. C'est pas ce que je voulais dire. Ouais, non, mais c'était aussi par rapport aux interventions, comment nous on avait pu répondre de ce côté-ci par rapport à ce truc-là. Et le truc, c'est que, voilà, comme tu le rappelais là tout de suite, le problème c'est c'est dans un système, la dignité, etc. Dans une société raciste, est-ce qu'il est possible pour la personne racisée de considérer à un moment donné, même si elle est moins victime de racisme que les autres, qu'elle a sa dignité? Moi, je pense que c'est vachement questionnable. Donc voilà, juste pour faire de la pub pour quelque chose qui n'est même pas la Ligue des droits de l'homme, à propos du sujet qu'on évoque là et d'une autre manière de réfléchir, pour le moment, ça vient de commencer au Wills à Bruxelles, c'est un musée à Bruxelles. Il y a une très très chouette exposition qui s'appelle Body Talk, où il y a une exposition de 5, je pense, artistes. Je ne sais pas très bien si elles sont africaines ou d'origine africaine. Je ne sais pas donc si c'est des œuvres qui ont été conçues totalement ici ou en partie dans des pays africains, mais qui sont exposés là, qui parlent de la condition noire justement des migrations et de ça, et c'est une exposition magnifique. Voilà, donc je vous recommande d'y aller si ça vous intéresse. Ouais. Mais c'est vraiment tendu. Peut-être après, comme ça, en sortant, mais là maintenant c'est un peu tendu. Merci à tous d'avoir participé, et puis merci aux 3 intervenants. Merci à tous d'être venus. Je voulais juste vous signaler que samedi, on accueille encore un événement dans le cadre du festival Vis-à-vis, qui est la projection du film Illégal, qui sera suivi d'un ciné-débat. Voilà, je vous invite tous à venir, l'entrée est libre et gratuite, et puis évidemment à aller au reste du festival Vis-à-vis toute la semaine. Voilà.